au 119. Appel gratuit. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Il est 6 heures. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Bon début du week-end, madame, messieurs, bonjour à vous. Merci de rester fidèles au programme de Radio Côte d'Ivoire. 6h, 7h, bienvenue dans cette première session de l'information. Voici le journal. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Estelle. Dans l'actualité de ce vendredi, la CICOJ pourra revenir au système de location-vente. Selon son directeur général, des discussions sont engagées sur le dossier pour relancer cette opération. Brahima Traoré a donné l'information lors de sa visite sur le terrain du programme Concorde 3 des logements sociaux à Abobo PK18. 80% de ces logements ont déjà été livrés aux acquéreurs. Vous l'entendrez dans ce journal. La société de transport abidjanaise se déploie à Bouaké. La Sotra va démarrer ses activités dans la deuxième ville de Côte d'Ivoire. L'événement suscite cette interrogation. Quel impact la présence de la Sotra sur les anciens modes de transport dans la capitale de Béké? Nous serons en ligne avec Guy Roger Yoboué. Et puis les Allemands votent ce week-end. Ils doivent choisir un nouveau chancelier. Angela Merkel va se retirer de la vie politique après 16 ans de pouvoir. Sa succession est donc ouverte. Hier, les 9 candidats ont tenu leur dernier débat télévisé. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre présence. La Côte d'Ivoire abrite officiellement le bureau ouest-africain de Freeland Campina. C'est une entreprise productrice du lait bonnet rouge. La cérémonie inaugurale du siège sous-régional de cette multinationale hollandaise, c'était donc hier jeudi dans la zone industrielle de Yopougon en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Cérémonie couplée au lancement des activités marquant le centenaire de ce produit laitier. On en sait un peu plus avec Ange Patrick et Ollier. L'ouverture de ce bureau sous-régional répond à un souci de proximité avec les consommateurs du continent africain. L'implantation de cette représentation fait donc de la Côte d'Ivoire un hub
à partir duquel Abidjan va pouvoir desservir au moins 18 pays sur le continent africain. 3 capitales au départ du projet avaient été ciblées, Accra, Nairobi et Abidjan. Le choix des responsables de la multinationale s'est finalement porté sur la Côte d'Ivoire au regard de l'attractivité du climat des affaires impulsé par le président de la République depuis son accession à la tête de la Côte d'Ivoire. Les travaux du bureau sous-régional qui auront duré plus de 2 ans ont été lancés par Feu Amadou Gankoulibaly le 16 mai 2019. Aujourd'hui achevé, son inauguration est couplée aux 100 ans de la marque de lait concentré non sucré dans la partie ouest africaine. Des festivités qui seront ponctuées par des activités promotionnelles, mais aussi à caractère social pour les populations défavorisées. Le directeur Afrique s'est engagé à accompagner le ministère ivoirien des ressources animales et halieutiques à Dourogé. Nous souhaitons ainsi partager la longue et riche expérience de 150 ans de notre coopérative de fermiers laitiers en Côte d'Ivoire. Cette structuration permettra à terme une intégration verticale du secteur lait en Côte d'Ivoire et surtout la création d'un écosystème de fermiers professionnels capables de produire du lait local en quantité et en qualité suffisante pour subvenir aux besoins du pays. L'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Yvette Soraya Daoud, a pour sa part promis un encadrement de son pays au profit de la Côte d'Ivoire pour le prochain Sahara, édition 2022. Friesland Campina appartient à l'une des plus grandes coopératives de fermiers laitiers au monde. La société réalise un chiffre d'affaires de plus de 7 800 milliards de francs CFA et commercialise ses produits dans plus de 100 pays dans le monde, dont 42 sur le continent africain. Le compte rendu signé Patrick Ouellier et l'inauguration donc du bureau ouest-africain de Friesland Campina a été l'occasion pour le ministre du Commerce et de l'Industrie de souligner les efforts du gouvernement dans le cadre de l'approvisionnement en sucre intrant nécessaire au fonctionnement des entreprises agroalimentaires. Souleymane Diarasouba. En vue de soutenir l'industrie agroalimentaire utilisant le sucre comme intrant, le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi a pris les mesures suivantes. La signature d'un contrat plan entre l'État et les sociétés sucrières sur une période de 5 ans, à travers lequel ces entreprises sucrières s'engagent à augmenter leur production de 200 000 tonnes à 255 000 tonnes grâce à un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA. La mise en œuvre d'un mécanisme d'importation spéciale de sucre au profit des entreprises industrielles utilisant le sucre comme intrant. Ce mécanisme autorise à titre exclusif les sociétés sucrières locales à importer du sucre pour couvrir 50% des besoins des entreprises industrielles utilisatrices de sucre comme intrant à un prix de cession à marge nulle sur la base de l'évaluation des besoins exprimés par ces industriels. La prise d'une ordonnance fixant les conditions d'importation du sucre destiné aux entreprises industrielles l'utilisant comme intrant. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarasouba. 80% des logements du programme Concorde 3 de la SICOGI ont été livrés à leurs acquéreurs. Le nouveau directeur général de cette entreprise était ce mercredi sur le site de ces logements situés à Bobo, PK 18, route d'Anyama, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Brahima Traoré a exprimé sa satisfaction pour le travail abattu par ses services. Et à l'occasion donc de cette visite de terrain, il a annoncé que la location-vente fait partie des nouvelles orientations de la SICOGI. Il annonce également que des discussions sont en cours pour relancer cette opération. On l'écoute. Notre axe, c'est quoi? L'État nous demande de faire des logements accessibles au plus grand nombre d'acquéreurs possible, avec des coûts relativement acceptables. Donc ça, nous, on travaille avec nos conseils, avec les architectes, avec nos financiers pour arriver à ce compromis et avec nos partenaires banquiers. Tout le monde n'a pas l'accès au crédit immobilier pour pouvoir acheter des maisons. Donc le besoin de la location-vente est réel. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est bien analyser dans quelles conditions on va relancer cette opération. Mais pour nous, il est indispensable de pouvoir le faire. Maintenant, on va définir les conditions selon lesquelles on peut faire les locations-ventes. Quand on assouplit les conditions d'accès à ce patrimoine immobilier en faisant les locations-ventes, mais la clientèle va exploser. Donc on va en discuter avec nos tutelles et je pense que très rapidement, c'est des questions qui vont être résolues. Brahima Traoré, nouveau directeur général de la SICOGI. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé à une double cérémonie au bureau de l'Organisation mondiale de la santé à Abidjan. Il s'agissait dans un premier temps de l'inauguration officielle de la vitrine dédiée aux plantes médicinales de la pharmacopée ivoirienne et ensuite du centre de documentation d'information du bureau de l'OMS à Abidjan. Ami Traoré.
Cette vitrine est née de la volonté du bureau de l'OMS Afrique, celle de soutenir la promotion du développement de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Créée en 2004 dans ses locaux et réhabilitée en 2020, en plus du volet esthétique, cette nouvelle vitrine présente, selon le représentant pays de l'OMS en Côte d'Ivoire, Jean-Marie Vianney Yameogo, les plantes médicinales de la pharmacopée ivoirienne, de même que les objets de soins traditionnels intervenant dans la pratique des acteurs de la médecine traditionnelle. L'objectif de cette vitrine, c'est d'exposer tout ce qui est utilisé comme plante qui soigne en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu que ça soit une vitrine pédagogique qui puisse instruire non seulement les élèves et étudiants, mais aussi les chercheurs et inspirer aussi toute la population. Le ministre de la Santé a eu l'honneur d'inaugurer également le centre de documentation et d'information, qui est également un concentré donc de recherche avec des moteurs de recherche à l'intention des chercheurs et donc des professeurs d'université. Une initiative appréciée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, initiative qui selon lui vise à promouvoir une bonne collaboration entre la médecine traditionnelle et moderne. Nous apprécions à sa juste valeur cet apport important dans le cadre de la promotion de la médecine traditionnelle dans notre pays. L'implication de la médecine traditionnelle dans l'atteinte des objectifs de santé s'est illustrée de façon éloquente par la mobilisation de 92 points focaux de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19. Au cours de cette année, ce sont 32 nouveaux points focaux de médecine traditionnelle qui ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur les maladies potentiellement épidémiques. Afin de promouvoir le rôle de la médecine traditionnelle dans l'amélioration de la santé et du bien-être des populations africaines, la région africaine de l'OMS pour l'Afrique a institué une journée africaine dédiée à la médecine traditionnelle. Parlons maintenant de l'Observatoire du service public qui veut vulgariser ses prestations auprès de la population ivoirienne. L'OSEP a été créé pour amener les usagers à formuler des critiques sur le service public et permettre ainsi d'améliorer l'efficacité de l'administration. L'Observatoire du service public n'est pas assez connu du grand public, ce qui justifie cet atelier destiné aux leaders de la société civile. Écoutons les précisions du docteur Noël Taillé, directeur de cabinet du secrétaire d'État en charge de la modernisation de l'administration publique. Alors, l'OSEP, c'est notre observatoire qui permet aux populations qui, en fait, fréquentent les différents services publics de pouvoir, premièrement, se renseigner sur l'administration, deuxièmement, faire des réclamations, faire des observations, même dénoncer des mauvaises pratiques qu'elles aient pu observer dans un service qu'elles ont fréquenté. Et donc, ce retour des populations nous permet, nous, gouvernement, nous, ministères, nous, administration, de nous améliorer. Mais aujourd'hui, pour que l'OSEP puisse conquérir toute la population, nous avons estimé qu'il fallait commencer par passer par les organisations de la société civile. Cette rencontre est organisée pour que l'OSEP se fasse mieux connaître des organisations de la société civile et pour que ces organisations-là servent de relais à l'OSEP pour diffuser l'offre de services que propose l'OSEP aux différentes populations. Rendons-nous maintenant à Bouaké, la capitale de Béké, où va se déployer les activités de la SOTRA, la société de transport abidjanais, première société de transport urbain organisée de l'Afrique de l'Ouest. Quel impact la SOTRA aura sur les anciens modes de transport? La réponse avec Guy Roger Yoboué de la station régionale du centre. Plusieurs modes de transport cohabitent à Bouaké, à savoir les taxis communaux et les mototaxis. Ceux-ci accueillent diversement l'arrivée de la SOTRA relativement à leurs activités. Pour Traoré Ouaminentien, chauffeur de taxi communal dans la ville de Bouaké, l'arrivée de la SOTRA n'aura pas d'impact négatif sur leurs activités. SOTRA vient à Bouaké ici. Tout pense que non, que ça va empêcher les gens de travailler. Ça ne va pas empêcher quelqu'un de travailler. SOTRA vient, ils vont jouer leur rôle. Nous, les taximètres, on joue nos rôles. Moto-taxi aussi joue leur rôle. Donc, ça n'a pas besoin de faire discours pour ça, pour dire que SOTRA va venir, il va empêcher les gens. Ou bien, ouais, ce qui va se passer. Non. SOTRA va venir. Ce que SOTRA va voir là, c'est ce qu'il va voir. Ce que les taximètres vont voir, c'est ce qu'ils vont voir. Il n'y a pas de ça pour dire que non, que SOTRA va venir, donc il n'y a pas à avoir l'argent. Si tu travailles, tu vas avoir ton argent. Dosso Youssouf, également chauffeur de taxi communal, ne partage pas l'avis de son prédécesseur. Quand on voit qu'il y a plusieurs transports à Bouaké, il n'y a pas d'emploi. Pour nous, des jeunes, surtout de Bouaké, nous sommes là à se débrouiller aussi du taxi. Le bus peut contenir plus que 30 personnes. Quand le bus va aussi arriver, il y aura aussi une concurrence. Gardant l'anonymat, ce conducteur de taxi moto de la région de Béké salue cette initiative du gouvernement ivoirien tout en affirmant qu'il n'y a pas de concurrence en matière de transport. Chacun a sa place dans ce secteur. Et nous, on roule dans les quartiers. Ok, notre bus, lui, il a des arrêts. Nous sommes tous des collègues. Il suffit seulement de s'entendre et puis travailler ensemble. Avec l'arrivée des bus, je crois que non, c'est l'évolution. Le gouvernement sait ce qu'il fait. Donc, nous, on regarde le gouvernement travailler.
Sako Brahima, directeur régional des transports de la région de Gbeke et du Hambol, se prononce sur la question du déploiement des bus de la Sotra à Boaké. Pour lui, l'avènement de la Sotra est un grand réconfort pour la population. L'avènement de la Sotra est un offre de soulagement. Boaké est une ville multimodale. Nous avons plusieurs modes de transport. Ce qu'il manquait à la ville de Boaké, c'était ce mode à grande capacité. La Sotra va venir combler donc ce vide. Quant à assurer la mobilité des élèves, des étudiants en grande capacité, dans le confort et la sécurité surtout. Chaque population a une préférence en matière de mode de transport. Il n'y a pas de concurrence en matière de transport. C'est une certaine complémentarité. La présence de la Sotra dans la capitale de la région de Gbeke va améliorer la mobilité et la circulation, créer des emplois et donner un élan compétitif à l'économie de la ville. Guy Roger Yoboué, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. À l'international, à présent, la succession d'Angela Merkel est ouverte en Allemagne. À 3 jours du scrutin, un débat télévisé a réuni hier jeudi sur les 2 chaînes publiques de télévision les responsables des 7 partis représentés au Parlement sortant. Les derniers sondages donnent le SPD, emmené par le ministre des Finances, Olaf Scholz, toujours en tête des sondages, mais suivi de près par les chrétiens démocrates et leur candidat Armin Laschet. Après 3 débats qui ont opposé les seuls candidats à la chancellerie, le cercle s'est élargi et des sujets nouveaux ont été mis sur la table. Donc, parmi ces sujets, le logement et les tensions sur le marché immobilier, une question qui préoccupe beaucoup d'Allemands. Il y avait également au menu de ce débat la politique étrangère. À l'issue de cette élection, Angela Merkel va se retirer de la vie politique après 16 ans passés à la tête de la chancellerie allemande. Et puis au Mali, le Conseil national de transition a adopté ce jeudi le projet de loi portant création d'une école de guerre. Le CNT, qui a valeur d'assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de cette école voulue par les nouvelles autorités qui a pour vocation de renforcer l'arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l'armée malienne. Et en pleine polémique sur une éventuelle arrivée au Mali du groupe de sécurité russe Wagner, auquel des missions d'instruction pourraient être confiées, c'est une entreprise française qui a été sollicitée pour les formations de la future école de guerre. À point final à ce journal, retenez pour l'essentiel que la SICOGI pourrait revenir au système de location-vente. Selon son directeur général, des discussions sont engagées sur le dossier pour relancer cette opération. Brahima Traoré a donné l'information lors de sa visite sur le site du programme Concorde 3 des logements sociaux à Abobo, PK18. Merci à vous, Charles Cablan. On vous retrouve donc à 7h pour un nouveau journal sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis, madame, messieurs, je vous le disais, le corps des commandos parachutistes célèbre à compter du lundi 27 septembre la fête annuelle patronale Saint-Michel. Une célébration qui permet aux forces armées de s'ouvrir au public. Les commandos parachutistes ivoiriens sont-ils aguerris pour les combats? Pourquoi la célébration de la Saint-Michel? Jérôme Kouakou, on parle avec l'officier sport du 1er bataillon des commandos parachutistes de Côte d'Ivoire, à suivre tout à l'heure à 6h20. Mais tout de suite, Ange Assokrou est installé pour la 2e édition du Journal des Sports. Le Journal des Sports, Ange Assokrou. Bonjour à vous, Ange. Bonjour Estelle. Abou Sanogo est l'homme fort du Tour de Côte d'Ivoire 2021. Le sociétaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire détient le maillot jaune depuis la première étape. Radio Côte d'Ivoire 88.0. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Et cyclisme, 25e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo continue sa razzia. Il a remporté hier une 5e étape sur 6 à Yamoussoukro. Rattrapons sur les routes du Tour de Côte d'Ivoire l'envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire, Sendou Koulibaly. Abou Sanogo venait ainsi de coiffer au sprint partenaires et adversaires pour s'imposer sur le boulevard principal de Yamoussoukro. Temps mis 1h54 minutes 59 secondes pour une moyenne de 35,299 km/h au terme de 70 km de course, soit 7 km parcourus 10 fois à l'intérieur de la capitale politique ivoirienne. C'est la 5e victoire sur les 6 étapes disputées pour le natif de Yamoussoukro. Il confirme ainsi son hégémonie à ce 27e tour cycliste, mais il garde la tête sur les épaules. Ils ont essayé de contrer le peloton, ils ont contré, ça vient groupé de gains. Ils étaient contents pour les boulots qu'ils ont fait aujourd'hui. Il y a des coureurs qui sont là, qui sont talentueux. C'est vrai, c'est moi qui gagne, mais la course, c'est pas du tout facile. Ils font le boulot avec l'équipe, ils ont voulu jusqu'à l'arrivée. C'est le sport, il faut débattre chaque étape à ses réalités, ne pas dire que c'est plié, mais on va essayer de récupérer mieux pour demain. Laisse au grand champion du cyclisme ivoirien, Oupo Roger,
explique cette ultra-domination du militaire. Quand une équipe est grande, une équipe est bien formée et qu'il y a des éléments pour courir, ça ne fait que faciliter la tâche à Abou. Parce qu'Abou a des bons coéquipiers qui font son travail. Et ça, je vais toujours souligner qu'une grande équipe, c'est celle qui déroule le tapis pendant le parcours, qui fait le travail pendant le parcours. Donc, je tire chapeau à cette équipe-là parce qu'ils ont pris l'initiative en main. Et ça, il faut le faire parce qu'il n'y a que comme ça qu'on devient grand coureur. Et moi, je dis Abou, il a la chance d'être ce grand coureur parce qu'il a une belle équipe autour de elle-même qui lui permet de composer son attraction qu'il a en connaissance. Et moi, je le félicite parce qu'il me donne envie de parler de moi. Et c'est comme ça, moi, je courais pendant que j'étais jeune. Notons que Souleymane Traoré de la société Omnisport de l'armée, son poursuivant direct, arrivé en deuxième position, maintient toujours la cadence. Il accuse seulement une seconde de retard au classement général. Quand le vieux Briska, Bassourou Conté, de la Renaissance de Cocody, complète le podium de cette épreuve de Yamoussoukro. La 7e et avant-dernière étape se court ce vendredi de Yamoussoukro à Tabo. Koulibaly Sendou, Samuel Kouao, au pied de la basilique, Radio Côte d'Ivoire. Et puis Afrobasket féminin 2021 au Cameroun, les Ivoiriennes ne verront pas les demi-finales. Hier, les Ivoiriennes ont été battues logiquement par les Nigérianes 72-56, 16 points d'écart. Le début de rencontre a été fatal à la Côte d'Ivoire, dominée au premier quart-temps 24-8. Pour les autres quarts de finale, le Sénégal a maîtrisé le Mozambique 74-46. Le pays organisateur, le Cameroun, s'est imposé face à l'Égypte 67-61. Et puis le Mali s'est imposé face à l'Angola 74-53. Les affiches des demi-finales de l'Afrobasket féminin 2021, Nigeria-Sénégal et Cameroun-Mali. Et puis football, le Barça est toujours en difficulté en ce début de saison avec les 2 matchs nuls consécutifs. Le FC Barcelone a déjà en difficulté en Ligue des Champions. Une défaite 3-0 contre le Bayern Munich a été contraint au match nul hier 0-0 pour la 6e journée de Liga. 0-0 avec Cadix à la 5e journée déjà. Le FC Barcelone avait fait match nul, 1 but partout avec Grenade. Fin du journal des sports pour ce vendredi matin. Excellente journée à tous. Merci à vous, Ange Assocourt, et puis bon vendredi. Prochain rendez-vous des sports, ce sera pour 7h30 dans la matinale des sports. Je vous le disais, mesdames, messieurs, notre invité du jour est le capitaine Kwame Jean-Philippe, officier sport du 1er bataillon de commando parachutiste. Il est au micro de Jérôme Kouakou. L'invité du jour. Capitaine Kwame Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, monsieur. La fête de la Saint-Michel, vous y êtes encore cette année. Expliquez-nous quelle importance a la fête de Saint-Michel pour les hommes en armes. Le point bâton de commando de parachutistes est une unité d'infanterie parachutiste et qui a pour saint patron l'archange Michel. Et chaque 29 septembre, cette unité-là célèbre son saint patron. Et il faut dire que l'archange Michel est pour nous une sorte de symbole en qui nous nous reconnaissons et que nous évoquons pour nous protéger lors des combats ou lorsque nous sommes en difficulté. Donc pour le militaire parachutiste, Saint-Michel est son protecteur. Alors vous parlez de commandos parachutistes, exclusivement eux qui sont concernés, ou alors l'ensemble des corps sont aussi couverts par le saint patron Michel? Il faut dire que c'est exclusivement les commandos parachutistes. De tradition, les militaires des différentes armes ou armées choisissent un symbole à travers lequel ils se reconnaissent. Et pour nous, les parachutistes, Saint-Michel est notre saint patron. Rapidement dans les Écritures, l'archange Michel fait partie des 3 archanges. Et c'est celui-là même qui est le commandant en chef de l'armée céleste, à qui Dieu donne pour mission de combattre les âmes maléfiques et de combattre les âmes ténébreuses. De ce fait-là, les liens identiques qui existent entre le commando parachutiste qui passe par les airs pour combattre et cet ange ailé qui descend sur terre pour combattre les esprits maléfiques ont amené les parachutistes à le choisir comme saint patron, donc comme ange protecteur, ange gardien. Donc c'est exclusivement les commandos parachutistes
qui ont pour saint patron l'archange Michel. Et ça dit que les autres corps ont aussi des saints patrons en fonction des armes et des armées. Pour l'édition 2021, quels seront les temps forts? Pour cette édition, je tiens d'abord à rappeler que cette édition de la Saint-Michel 2021 est placée sous le haut patronage de monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, et sous le parrainage de monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée militaire. Elle va s'articuler autour de 5 temps forts. Le premier temps fort, on aura des activités sportives, des compétitions inter-unités du lundi 27 au vendredi 1er octobre. On aura une messe d'action de grâce qui va se dérouler le mercredi 29 septembre de 18h à 19h30. Et il faut dire que cette messe d'action de grâce est l'occasion pour les parachutistes de dire merci à Dieu et en même temps porter en prière les parachutistes disparus. Le troisième temps fort, on aura une conférence qui va porter sur le tribunal militaire, outil de discipline dans les armées et aussi un don de sang. Le quatrième temps fort sera consacré à des journées portes ouvertes. Ce sera l'occasion pour la population civile de s'enquérir de cette spécificité parachutiste. Les populations civiles pourront voir c'est quoi un parachute, comment est-ce qu'on le porte, poser des questions à différents ateliers pour leur permettre de mieux cerner le corps de métier des parachutistes. Et le dernier temps fort, on finira le vendredi 1er octobre avec une cérémonie militaire, c'est-à-dire une prise d'armes. Et après, nous aurons une démonstration de saut en parachute, suivie de démonstration aux techniques commando. Et on clôturera cette belle édition avec un bal de clôture. Parlez-nous en quelques mots du commando parachutiste ivoirien. Ce sont des hommes aguerris, prêts au combat. Il faut dire que le commando parachutiste, il y a ce qu'on appelle les unités. Nous, le premier bâton de commando de parachutiste fait partie de l'armée de terre. Donc il faut dire que c'est une unité spécifique parce qu'elle a un entraînement particulier. Donc ce qui fait qu'elle a des missions vraiment qui lui sont destinées. La particularité qu'on a, c'est qu'on passe par le ciel, c'est-à-dire on est projeté à des altitudes après avoir atterri et on mène le combat. Donc il faut dire que cette particularité-là fait que l'unité parachutiste est une unité d'élite de l'armée militaire. Et c'est d'ailleurs la seule unité qui forme aux traditions parachutistes et qui enseigne aussi les techniques commando. C'est des hommes aguerris? C'est des hommes très aguerris, je dirais, parce que n'est pas commando parachutiste qui veut, parce que c'est une unité. Avant de pouvoir y accéder, vous passez par des tests très sélectifs qui sont basés sur des performances physiques hors pair. Donc, on peut dire par là que le commando parachutiste, c'est des hommes très aguerris. Vous célébrez la fête patronale de Saint-Michel et cette fête est ouverte à la population. Est-ce qu'en le faisant, vous entendez envoyer un message à la population ivoirienne? Le message qu'on envoie à la population ivoirienne, c'est votre armée, elle est là pour vous. L'armée ivoirienne est là pour sa population civile et nous, ça nous permet de renforcer le lien armée-nation. Je lance un vibrant appel à toute la population ivoirienne de venir festoyer, s'amuser avec les commandos parachutistes lors de cette édition de la Saint-Michel 2021 parce que, comme on le dit, c'est ensemble qu'on est fort et pour nous, commandos parachutistes, nous avons un intérêt très particulier pour la population civile, puisque c'est pour elle que nous sommes là. Elle va débuter le lundi 27 septembre jusqu'au vendredi 1er octobre 2021, à l'ancien camp d'Akwedo, qui est sur l'ancienne route de Benjerville. Capitaine Kwame Jean-Philippe, je vous remercie. Merci beaucoup. À l'instant, notre invité du jour, le capitaine Kwame Jean-Philippe, je rappelle, officier sport du 1er bataillon de commando parachutiste, au sujet de la célébration donc de la fête annuelle patronale Saint-Michel. Il est au micro de Jérôme Kouakou. Et puis Alpha Blondy, élevé au grade de commandeur dans l'ordre des arts et des lettres de la République française. C'est l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui a remis les enseignes de commandeur à la star ivoirienne du reggae au nom de Madame la ministre française de la Culture. Que vous inspire cette distinction faite à ce digne fils de la Côte d'Ivoire? Dans quelques minutes seulement, Abou Silla sera là pour vous donner la parole. Restez sur Radio Côte d'Ivoire.